Connaissez-vous le mot couloirage? Il s'agit de l'ensemble des interventions pour défendre des intérêts auprès d'acteurs publics avec l'objectif d'influencer leurs décisions. Alors je vous l'accorde, on entend plus souvent parler de lobbying que de couloirage, un mot qui ne s'est jamais installé dans la langue française. Sans doute parce que le lobbying s'inscrit plutôt dans une culture anglo-saxonne et que c'est un concept plutôt mal vu en France, et ce ne sont pas l'affaire Cahuzac ou le scandale du Mediator qui vont faire remonter sa cote. Mais a-t-on raison de craindre le lobbying? Eh bien, pour répondre, j'ai invité deux lobbyistes, Marie-Laure Daridan et Aristide Luneau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions Pearson Lobbying, les coulisses de l'influence en démocratie, dans lequel vous écrivez que, effectivement, le lobbying est une activité mal connue et sans doute c'est la raison pour laquelle elle est aussi mal vue en France. Alors, quelles sont les idées reçues les plus courantes au sujet de votre activité ? Les idées reçues au sujet du lobbying sont très nombreuses en France. Les fantasmes, les idées reçues. La plus courante, évidemment, c'est celle de la corruption, à laquelle on assimile très facilement le lobbying. Donc, autrement dit, les politiques achèteraient, les lobbyistes achèteraient les politiques. Mais il y a d'autres idées reçues qui ont trait, par exemple, au fait que le lobbying serait une affaire de carnet d'adresses. Il faut connaître des gens pour pouvoir défendre ses intérêts, représenter ses intérêts, intervenir auprès des politiques. Ou encore que seules les grosses entreprises, seuls les gens qui ont des moyens financiers importants sont susceptibles de faire du lobbying. Voilà, donc il y a énormément d'idées reçues. C'est la raison pour laquelle on a choisi d'écrire ce livre ensemble. Pour répondre à toutes ces idées reçues auxquelles on a été confrontés, auxquelles on est quotidiennement confrontés dans l'exercice de notre activité depuis 10 ans. Ces idées reçues, pourtant, on les sent encore très très prégnantes actuellement, avec l'affaire Cahuzac notamment. Encore récemment, il y a eu un reportage sur France 2, on voyait des représentants de British American Tobacco attabler avec des parlementaires, leur offrir des cigares, etc. Alors ça, quand vous voyez ça, c'est une situation qui vous choque, vous vous dites c'est une pratique marginale ou c'est effectivement ça l'activité de lobbyiste ? Sur l'exemple que vous citez, c'est intéressant. Le déjeuner avec BAT, je ne sais pas si on aurait eu les mêmes craintes ou les mêmes interrogations si ce déjeuner avait été fait non pas organisé par une entreprise dans le domaine du tabac, mais par une entreprise, mettons, dans un domaine culturel. On peut prendre Suez qui invite oui, mais les parlementaires à la Coupe du Monde de foot. Et justement, vous avez choisi l'exemple des cigarettiers. La deuxième chose, c'est que des déjeuners, il y en a tout le temps dans le monde professionnel. Pourtant, notre expérience à nous de lobbyistes, c'est de considérer que finalement, le contact avec l'élu, avec le politique, est plus efficace dans un rendez-vous en face à face, quand on a un agenda, quand on vient défendre un dossier, plutôt que dans un déjeuner un peu informel. Troisième élément, néanmoins, pour contrecarrer ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que une entreprise pétrolière, par exemple, est légitime à inviter des parlementaires à venir visiter une plateforme offshore, pas forcément l'inviter à l'Opéra ou à Roland-Garros. Et pour nous, il est important de considérer que le politique doit pouvoir aujourd'hui, c'est un enjeu pour lui, déterminer quelles sont les règles auxquelles on doit, nous, lobbyistes, se plier. Quels sont les cadeaux, quelles sont les invitations, quels sont les déjeuners auxquels on peut ou pas les inviter. Alors ça, c'est une des règles que vous rappelez dans votre livre. La limite, c'est 150 €, je crois, en France pour recevoir un cadeau. Il me semble que c'est ça. C'est aux États-Unis, et puis en France, effectivement, il y a des discussions, mais l'institution ne s'est pas encore fixé de règles de ce point de vue. Non, la règle que vous évoquez, elle est fixée aux États-Unis. D'accord. Il y a tout un débat quand même sur la réglementation de l'activité de lobbyiste en ce moment. On voit qu'il y a quelques premiers pas qui ont été faits, notamment dans les couloirs de l'Assemblée, l'obligation de porter un bracelet violet pour identifier les personnes qui exercent le lobbying auprès des parlementaires. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans ces réglementations? Il y a aussi une charte de bonne conduite, un code des règles à suivre. Je crois que quand vous posez cette question, il est quand même important de dire, avant d'y répondre, que le lobbying contribue à renforcer la démocratie, que le lobbying est une activité parfaitement légale, un métier qui a des règles strictes, une méthodologie et qui, au quotidien, permet l'adoption de normes plus efficaces, mieux acceptées par tous. Et voilà, et que de ce point de vue-là, il est véritablement un partenaire des politiques dans la prise de décision publique et dans une décision publique juste et équilibrée. Ces choses étant dites, bien sûr que
il y a des questions qui se posent en termes d'organisation de l'activité de lobbyiste. De ce point de vue-là, il faut rappeler aussi que les lobbyistes professionnels ont une longueur d'avance sur les politiques, puisque ça fait une vingtaine d'années en France et sans doute beaucoup plus ailleurs dans le monde qu'ils ont fixé des règles effectivement de déontologie, d'intégrité de leur métier, à travers l'adoption de chartes de déontologie qui les contraignent très fortement, qu'ils adoptent et qu'ils respectent et qui les contraignent. Voilà. Après, effectivement, il faut travailler à améliorer encore la transparence de la décision publique. C'est une démarche globale. Elle doit associer l'ensemble des parties prenantes à la décision publique, sans quoi elle n'aura aucun intérêt. C'est les lobbyistes et la société civile, c'est les politiques, et il faut qu'il y ait une réciprocité des règles qui s'appliquent pour qu'on atteigne l'objectif qui est de rendre la décision publique la plus transparente possible. Il y a une autre idée reçue que vous avez abordée rapidement tout à l'heure, c'est la question de l'argent. Vous écrivez qu'en 2011, il y a 3,5 milliards de dollars qui ont été dépensés dans les activités de lobbying à Washington. Une mission en France, ça coûte entre 300 et 500 000 euros, si je me souviens bien. Est-ce qu'il faut avoir des moyens pour mener une activité de lobby correctement? Alors, ce n'est pas 300 ou 500 000 euros, c'est souvent, enfin, c'est souvent moins quand même. C'est des moyennes. Je crois qu'il faut bien comprendre que les moyens financiers ne sont absolument pas fonction ou conditions de succès dans une campagne de lobbying. Alors quels sont ces facteurs de succès? Il faut beaucoup plus. Un lobby doit avant tout être légitime. Légitime pour être convaincant. Et toute la question, elle est là. Je crois que vous citez ces exemples-là. Évidemment, l'argent, les moyens financiers sont un des éléments qui permettent de développer des études, des argumentaires, rencontrer des experts, mener des campagnes de communication. Au final, on peut aussi se débrouiller sans ces moyens-là. On peut avoir des moyens humains, des moyens de communication. Typiquement, Augustin Legrand, quand il représente les Don Quichotte et donc d'une certaine manière le lobby des sans-abri, quand il plante des tentes sur le canal Saint-Martin en 2005, il fait adopter un mois après la loi Dallot, la fameuse droit au logement opposable. Oui. Qui du coup est une loi qui fonde un certain nombre de principes en faveur des sans-abri. Donc une action de lobbying sans véritable coût derrière. Je crois que ce qui est important derrière, c'est que les lobbies doivent être légitimes pour être convaincants et donc pour être entendus. Et ça, c'est aux politiques d'une certaine manière de s'assurer que l'ensemble des lobbies soient bien participants au dialogue avec les institutions. Et donc pour égaliser les conditions de traitement, je crois que ça, c'est un des grands chantiers importants dans lesquels les politiques doivent se lancer. Un autre fait que vous soulignez dans votre livre, c'est qu'une trentaine d'entreprises françaises ont un siège permanent à Bruxelles. Alors, est-ce que c'est à Bruxelles que tout se passe maintenant ou est-ce qu'il est encore utile de faire du lobbying en France ? Je vous dirais certainement pas qu'il n'est pas utile de faire du lobbying en France, au contraire. Et c'est tout le propos qu'on développe dans notre livre, en effet. Ceci dit, bien sûr, Bruxelles est incontournable. Bruxelles est devenue une place très importante du lobbying. D'abord parce que beaucoup de normes sont adoptées à Bruxelles, comme vous le savez. Et puis aussi parce que le lobbying à Bruxelles, à l'instar du système anglo-saxon, fait vraiment partie intégrante du processus de décision publique. Donc les lobbies sont vraiment associés du début à la fin du processus à Bruxelles, à l'inverse, enfin, ou en tout cas de façon beaucoup plus institutionnalisée et formalisée qu'en France. Donc effectivement, le lobbying est très important à Bruxelles et beaucoup de normes sont adoptées à Bruxelles et il est important pour les entreprises, pour les organisations, pour les syndicats d'avoir une présence à Bruxelles et cette présence aujourd'hui, elle est tout à fait généralisée comme vous le soulignez. Pour autant, c'est indispensable d'intervenir à tous les échelons de la décision publique et il y a des marges de manœuvre très très importantes en France, au niveau national et au niveau même régional pour faire du lobbying. Alors, il y a un débat je reviens au débat sur la transparence qui a suivi l'affaire Cahuzac. Vous écrivez, vous, que les lobbies de la santé ont comme interlocuteurs privilégiés les médecins qui sont aussi parlementaires. Il y en a une cinquantaine à peu près. N'est-ce pas une situation qui pose problème ? Les élus ne sont pas des feuilles blanches. Je crois que chaque élu qui arrive à l'Assemblée, pour reprendre simplement le cadre du Parlement, ont tous des histoires, ils ont des métiers, ils ont eu ils sont dans un environnement, une collectivité locale, ils ont tous des ancrages particuliers. Je crois qu'il est légitime que de ce point de vue-là, ils s'intéressent aux sujets qui font leur vie, qui ont fait leur vie. Et du coup, leur sensibilité à ces sujets-là fait que, naturellement, les intérêts particuliers qui sont amenés à les rencontrer vont aller plutôt rencontrer ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, je crois que en fait, c'est très naturel
c'est très naturellement que ces choses-là se font. Je crois qu'il faut simplement en être conscient, que les choses soient transparentes. Et à partir du moment où les choses sont transparentes, on est conscient. Je crois qu'il n'y a pas de véritable problème lié à ça. Ensuite, ce que vous situez au-delà de ces fameuses listes noires de métiers, je pense que c'est autre chose. C'est ce fameux registre sur lequel les lobbies sont censés s'enregistrer au Parlement. Il a été question, je crois, à un moment d'en retirer certaines. Je crois qu'aujourd'hui, les choses se calment et qu'on comprend que finalement, tous les intérêts sont légitimes à être représentés, qu'il vaut mieux, au contraire, que tout le monde soit inscrit dans ce registre, de manière à assurer cette transparence, plutôt que de renvoyer des entreprises ou des groupements d'intérêts particuliers dans justement les couloirs et l'obscurité d'action de lobbying moins transparente. Pour conclure, on peut dire que vous, votre ressenti, c'est que le lobbying en France est en train de devenir un lobbying un petit peu plus officiel, comme à Washington ou à Bruxelles. Vous pensez qu'on évolue vers ça ? Oui, je pense qu'on évolue vers ça incontestablement. C'est une bonne chose parce qu'encore une fois, le lobbying contribue à un exercice démocratique plus efficace et plus équitable. Donc c'est effectivement le cas. Je crois d'ailleurs qu'à cet égard, par exemple, on peut citer le récent rapport du député Christophe Sirug, qui a publié un rapport sur l'activité des lobbies il y a quelques mois et dans lequel il dit que les lobbies sont essentiels à la prise de décision publique. Le lobbying est devenu partie intégrante du processus décisionnel. Donc je crois que voilà, ça montre bien qu'il y a une évolution significative du point de vue de la reconnaissance, de l'utilité et de la contribution positive du lobbying à la démocratie, et c'est une très bonne chose. Marie-Laure Daridan, Aristide Luneau, merci d'être venu sur Xerfi Canal nous parler de votre activité de lobbyiste. Merci. Merci à vous.